pêche. Moi, déjà, quelqu'un qui peut. Non, c'est la belle fille. Oui. Bonjour à tous, je reconnais parmi vous des habitués de mes cours d'histoire de l'art et j'y suis très sensible. Un grand merci à vous, un grand merci à André qui, un bel après-midi de juillet, bel après-midi, faut le prendre au sens moral, pas au sens météorologique, a pris rendez-vous avec moi. J'avais entendu parler de bouillon cube, je ne connaissais pas André. Et il m'a lancé un défi. Pour les gens qui me connaissent, il ne faut surtout pas me lancer de défi, parce que j'y réponds. Achille Emmanuel Tancré était un inconnu pour moi. Il va de soi, comme pour vraisemblablement, hormis les gens d'Orval, les gens des Bouillons, je pense que ça demeure jusqu'à maintenant un inconnu. Donc j'ai fouillé, j'ai fourgassé et, grand bonheur, j'ai découvert qu'il avait été élève de Jean-Léon Gérôme. Or, il s'avère que Jean-Léon Gérôme fait partie des peintres, même s'il n'est pas tordu. Hein, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien les peintres un peu tordus. Donc, je me suis penché sur Jean-Léon Gérôme. Et puis, j'ai essayé de vous présenter. André m'a demandé de faire court. Je n'ai droit qu'à une demi-heure. Donc, je vais essayer de respecter ce délai et on y va dès maintenant. Donc, Achille Tancré, mort en 1900. Bon, c'est assez sympathique comme date de mort. Voilà sa frimousse, un monsieur présentant bien ma foi. Des repères bibliographiques. Il est né à Amby, donc dans la Manche. Son père était pharmacien. Il a vécu quelque temps à Amby, mais disons que sa vie d'adulte, elle se situe à Orval, au lieu-dit Les Bouillons. Une jolie propriété. Et je dois vous avouer, j'y suis allé pour voir les prémices de l'accrochage. Et là, si ma conférence n'était pas complètement mûre, à point, j'ai été, je trouverai peut-être ridicule dans mes propos, mais habité par le fantôme d'Achille Tancré. Être dans les lieux où quelqu'un a vécu, où quelqu'un a eu son atelier. Si vous connaissez le musée de Montmartre, Suzanne Valadon, il y a obligatoirement quelque chose qui se passe quand vous êtes un petit brin sensible. Se dire qu'un artiste a vécu là, c'est vous emmener dans son sillage et le partager avec vous aujourd'hui. Le partager avec vous, vous dire qu'Achille Emmanuel a eu une enfance, somme toute, classique, des études classiques. Rapidement, il est monté à Paris pour suivre les cours aux Beaux-Arts, ce qui est quand même une formation artistique qui n'est pas dénuée d'importance, même si les gens fréquentaient des ateliers, on va le voir, il a fréquenté celui de Jean-Léon Gérôme, c'est quand même un cursus artistique qui est intéressant. Sur le plan familial, il va épouser Pauline de Malorty, avec qui il aura un certain nombre d'enfants, dont aujourd'hui, parmi nous, il y a encore des descendants de cette famille qu'on va appeler aujourd'hui illustre. Il a perdu son papa très jeune, orphelin à 3 ans. Sa mère, j'ai envie de dire, un petit peu comme dans la religion juive, a épousé son beau-frère. Donc le même nom patronyme, Tancré, que l'on va retrouver. Le nom Tancré moi je suis originaire d'Agon-Coutainville, est un nom qui est connu du côté d'Agon-Coutainville, parce que la famille Tancré a donné pas mal de capitaines au long cours et de gens qui ont fait la grande pêche. Donc un nom qui sentait quand même les horizons lointains, vraisemblablement des gens qui étaient armés, qu'on retrouve dans les rôles pour les équipages qui allaient sur les grands bancs pour la grande pêche à Terre-Neuve, etc.
Voilà la famille d'Achille avec son épouse et les enfants. Hein. Une photo de famille, on imagine que c'est l'époque où Nadar faisait Florès et les photographes prenaient plaisir à tirer le portrait des familles qui avaient quand même une certaine aisance. Donc, la formation artistique chez Jean-Léon Gérôme, ce que l'on sait de façon sûre d'Achille Tancré, c'est que c'est un peintre de chevalet. Qu'est-ce que veut dire être un peintre de chevalet? Eh bien, ça veut dire qu'on peint sur de la toile posé sur un chevalet, donc on n'est pas du tout dans les peintures murales, dans les grandes fresques, dans quelque chose de démesuré. La peinture de chevalet, c'est du petit ou du moyen format. Il a fait également de nombreux dessins, vous en avez autour de vous, qui sont d'une qualité remarquable, mais il est évident que quand on a comme professeur M. Gérôme, on ne fait pas le rigolo, parce qu'on apprend les canons de ce qu'on appelle la peinture académique. La peinture académique, ça veut dire quoi? Qu'on se réfère au modèle de l'antique, qu'on prend comme inspiration tous les peintres qui ont habité l'Antiquité, chez les Grecs, chez les Romains. Donc imaginez les sculptures extraordinaires de Michel-Ange. Voilà ce que sont les modèles quand on fait de la peinture académique. Hein. Il n'y a pas de fantaisie, on respecte les canons de l'anatomie. On ne va pas s'amuser à faire un bras disproportionné, même si certains, comme Ingres, faisaient des côtes supplémentaires à leurs femmes pour les rendre encore plus belles, avec une cambrure de rein extraordinaire. En tout cas, c'est cette formation-là qu'il a reçue. Jean-Léon Gérôme, c'est un peintre, donc, comme je vous le disais, mais qui s'est fait également connaître parce qu'il est allé de nombreuses fois en Orient. Fasciné par l'Orient, fasciné par l'Égypte, tous les pays, c'est le moment d'en parler, hein, la Méditerranée, on en parle beaucoup depuis 48 heures. Et Jean-Léon Gérôme est revenu avec des tas de photos et a peint énormément ces scènes de l'Orient qui étaient des scènes un peu fantastiques et qui permettaient surtout au public de fantasmer énormément, hein, les marchés aux esclaves, des jolies femmes dans les harems, des jolies femmes à leurs toilettes. Tout ça, c'est ce qu'a peint Jean-Léon Gérôme, mais basé sur, d'une part, des choses absolument véridiques et vérifiables, et d'autre part, des choses qui correspondent. Hein. Vraiment, la peinture académique, c'est ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est véritablement tout ce qu'il y a de plus figuratif, qui se rapproche le plus de la photographie. Jean-Léon Gérôme, vous imaginez qu'avec un tel profil, je vous en parle, il détestait les impressionnistes. Imaginez que quand il a vu le travail de Manet, Le Déjeuner sur l'herbe ou Olympia, il a crié au scandale et qu'il n'a pas voulu de cette bande d'Huluberlus dans son salon. Ce qui a fait que les impressionnistes ont créé leur propre salon, le fameux salon des refusés. Achille Emmanuel, il est dans cette mouvance où on respecte justement l'académie, on respecte le droit de la peinture, le droit avec un D majuscule, hein, ce que doit être, comme le prônent les grands maîtres, comme le prône le Louvre, parce que les étudiants, les apprentis peintres vont faire des copies au Louvre, donc on fait des copies au Louvre, on a Jean-Léon Gérôme comme maître. Évidemment, on a un travail qui va être soigné et un travail qui va être figuratif. Un travail qui va être figuratif, il va rester quelque temps à Paris, Achille. Achille Emmanuel, il va habiter rue de Rome. Rue de Rome, si vous allez de temps en temps à Paris voir des expos, par exemple, vous descendez à Saint-Lazare, une des premières rues, c'est la rue de Rome. Rien de plus logique, quelqu'un qui est né à Amby, il prend le train à Coutances, ou peut-être à Saint-Lô. De toute façon, je vais vous demander d'imaginer, hein, parce que je vais parler, mais vous allez bosser tout à l'heure. Je vais vous demander de faire travailler votre imaginaire pour mieux comprendre Achille Emmanuel. Donc, il arrive, gare Saint-Lazare, rue de Rome, il se trouve une petite chambrette, mais comme d'autres, imaginez Van Gogh, imaginez Caillebotte, eux aussi, ils sont montés à Paris, ils sont venus à Paris, ils avaient une petite chambre et
quand ils étaient de retour dans leur chambre, ils peignaient les magnifiques toits de zinc qui font de Paris cette superbe ville. Jean-Léon Gérôme, revenons-en à lui, c'est un atelier où on ne rigole pas, où il y a de très nombreux étudiants. Des étudiants qui viennent de l'Europe entière, qui viennent même des États-Unis, et même, dit-on, certains viennent encore de contrées encore plus lointaines. Donc, des jeunes qui se retrouvent, des jeunes et des moins jeunes, hein, parce qu'il n'y a pas de critère de sélection par l'âge. Il y a d'autres critères de sélection. Mais l'âge, on entre dans un atelier, quel que soit son âge, on peut arriver même à l'âge adulte pour parfaire son éducation. Voilà l'illustration même du travail de Jean-Léon Gérôme. C'est ce que l'on appelle, dans la classification des peintures, la peinture d'histoire. C'en est un très bel exemple. Il a peint un événement qui s'est passé et il vous le présente. Regardez un peu ce côté monumental. Hein. Ces peints représentent la réception du Grand Condé par Louis XIV. Ce qui marque tout de suite, c'est le nombre de personnages. Nombre de personnages très importants, avec des tenues qui sont peintes de façon très précise, de façon soignée. On a également des drapeaux, regardez les drapeaux de toutes les nations étrangères qui sont là le long des marches. Là encore, beaucoup de détails. Des couleurs chatoyantes pour les vêtements, le Grand Condé qui est là presque à genoux à monter face au roi, et le décor, pour donner un côté très pompeux au décor, du marbre, donc des couleurs froides qui s'opposent aux couleurs chaudes des vêtements et des drapeaux. Voilà le travail de Jean-Léon Gérôme. Voilà ce que c'est une peinture d'histoire. Une peinture d'histoire, c'est un grand tableau qui raconte soit véritablement une peinture d'histoire, soit une scène de la mythologie, soit une scène religieuse. On est en plein dedans à travers cette réception du Grand Condé. Autre exemple, et ça vous les connaissez vraisemblablement, deux exemples, Bonaparte devant le Sphinx, où on a un peu rigolé. Hein. Les gens qui étaient anti-bonapartistes ont considéré que Jean-Léon Gérôme avait peint Bonaparte avec un bicorne qui ressemblait un petit peu au Sphinx. Mais pour ceux qui, au contraire, étaient des fervents partisans de Bonaparte, y ont vu ici un homme seul dans le désert, face aux grandes splendeurs, face aux pyramides, etc. Autre exemple du travail de Jean-Léon Gérôme, le marchand de tapis au Caire. Hein, donc là encore, regardez les couleurs, regardez le travail autour du tapis, le travail au niveau des mosaïques qui recouvrent ces maisons du Caire. On est dans quelque chose, effectivement, de soigné, de fignolé, et c'est à travers, disons, ce travail de son maître que se forme Achille Emmanuel. Celui-là, eh bien, c'est quelque chose de très fort parce que ce tableau a servi d'inspiration pour du cinéma. Hein. Ben-Hur a été des images de Ben-Hur ont été prises d'après des tableaux de Jean-Léon Gérôme, et ça, c'est repris dans Gladiator. Là encore, c'est comme dans le tableau tout à l'heure de la réception du Grand Condé. Regardez l'abondance de détails, la foule, on a quasiment les personnages, on pourrait presque les voir si on prenait une loupe pour les regarder. Ce gladiateur qui est là en train de quasiment d'achever, et pourquoi il va l'achever? Parce que tout le monde baisse le doigt pour disant à mort, à mort. Même les superbes vestales qui sont au premier rang de la tribune, assises à côté de la loge impériale, demandent la mort de ce pauvre gladiateur. Quand on parle de peintre pompier, eh bien, voilà l'exemple des peintres. C'est très péjoratif, hein, dans le langage courant, dire de Jean-Léon Gérôme et de d'autres peintres que ce sont des peintres pompiers, c'est dire qu'ils ont peint beaucoup de cuivre, beaucoup de casques, qu'ils ont fait du décorum. C'est
pas très flatteur. Moi, j'ai pas envie de parler de Jean-Léon Gérôme comme d'un peintre pompier. Moi, je préfère vous dire que c'est un peintre orientaliste qui a travaillé sur l'Orient. Hein, et puis, vous dire que c'est le maître d'Achille. On en reste là. Mais gardez en tête ce tableau qui est quand même représentatif de l'abondant travail qu'il a fourni durant sa carrière. Il est reconnu par ses pairs. Il travaille beaucoup, Jean-Léon Gérôme. Que va-t-on faire pour, en signe de reconnaissance de ses mérites, de son travail? On va le nommer à la tête d'un atelier de peinture aux Beaux-Arts. En 1863, Jean-Léon Gérôme va avoir une classe pour lui au sein même de cette grande institution qu'est l'Académie des Beaux-Arts. Et il dira fort joliment: j'apprends l'orthographe de l'art aux jeunes gens. Hein, sorte de maître qui remplit son rôle en apprenant le b.a.-ba, c'est-à-dire à bien dessiner. Hein, bien dessiner. Voilà comment ça se passe dans la cour des Beaux-Arts. Alors, atelier de Jean-Léon Gérôme, donc vous les voyez, une alliance de sérieux, si on se fixe, même l'habit ne faisant pas le moine, mais malgré tout, ils sont tous vêtus en costume, vêtus de couleur foncée. On n'est pas à l'époque des Beaux-Arts d'aujourd'hui. Hein. Imaginons qu'à cette époque, être admis aux Beaux-Arts, c'est comme être admis dans une grande école digne d'honneur. Mais on fait quand même un petit peu le clown, regardez au premier rang, on fait des pantomimes, comme tout bon étudiant qui se respecte. On imagine qu'il y avait également ce qu'on appelle plus des bizutages, non, des intégrations. Hein, c'est le terme, ça veut dire la même chose, mais c'est plus chic quand même de dire intégration. On imagine que notre Achille Émile, il a dû avoir peut-être une séance d'adaptation quand il est arrivé aux Beaux-Arts. Lui venant de sa Normandie un peu sabot et paille. Hein. Voilà l'atelier. Voilà l'atelier de Jean-Léon Gérôme. Donc, on a les étudiants qui sont là, réunis, prêts à en découdre avec des modèles, prêts à en découdre avec leurs mines de crayon, avec leurs peintures, etc., etc. Ils sont tous là. Et là, maintenant, moi, c'est à là où je vais vous dire, imaginez. Choisissez quelqu'un dans l'atelier et vous vous dites, Achille est là. Moi, j'ai trouvé un Achille dans ma tête, j'en ai trouvé un, je l'ai affublé du nom d'Achille Emmanuel et je lui ai dit, tu tiens ton rôle, mon petit gars. Décrivons un atelier. Regardez le mur du fond. Il y a plein de taches de peinture. C'est là qu'ils venaient essuyer leur pinceau pour enlever la flotte, pour enlever l'excès de peinture. Ce mur-là, c'est quelque chose, c'est presque un mur d'expression extraordinaire. Cette cloison de bois qui existait dans les ateliers où on venait essuyer. Les étudiants des Beaux-Arts, les étudiants en peinture, leur surnom, c'était les rapins. Les rapins, on les voit, ils entrent les grandes salles du Louvre pour faire de la copie. Les gens les remarquent parce qu'ils sont là. Quand ils sont dans l'atelier, ils ont un modèle, ce qu'on appelle un modèle vivant, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire la pose, et ils vont le regarder, prendre les mesures avec leurs pouces, etc., jauger la dimension des bras, la dimension des jambes, et mettre ça sur leur papier, au besoin faire des quadrillages, ce qu'on appelle la mise au carreau, pour reprendre les bonnes proportions et dessiner ce qu'ils voient. Le modèle est souvent sur une sellette, pour être un petit peu comme une estrade, pour que tout le monde puisse le voir, et, je vous rassure tout de suite, très peu de modèles féminins. Mais les femmes en matière artistique, je suis navré de devoir vous dire ça, mais quand elles posent,
elles se font chahuter, pour pas dire autre chose. Elles ne sont pas respectées par les étudiants. Il y en a très peu. Et des étudiantes en histoire de l'art, elles ne sont pas autorisées à l'Académie des Beaux-Arts. Il faudra attendre, à la limite, les années 1900, 1920 même, pour qu'elles aient accès aux Beaux-Arts. C'est vous dire que la place des femmes, on les peint, mais on peint des modèles qui sont payés, et je vous dis, qui sont sérieusement chahutés. Regardez quand même, quand je vous dis qu'ils sont quand même issus d'un certain milieu, être entrés dans l'école des Beaux-Arts, dans l'école d'un maître, regardez l'élégance de tous ces apprentis peintres. Costume sombre, petit gilet, lavalière autour du cou ou cravate. On est quand même loin des pantalons à carreaux ou des tenues un peu clownesques qu'on peut voir. J'en parle aisément, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a fait une école d'art, donc j'en parle aisément. Cours d'anatomie, cours de nu. Hein, vous le voyez, il est là. Les séances de pause sont très contraignantes. Au point que quand la personne en a marre de jouer les Apollons sur sa sellette, on l'autorise à descendre, mais on prend des petites marques pour qu'il reprenne bien la même pose. Et la sellette, elle tourne. Regardez tous les étudiants. Moi, j'en ai choisi un comme étant Achille. C'est celui qui a la chemise blanche, le petit gilet qui nous tourne le dos. Regardez bien, tout le monde est en train de faire un nu anatomique, conformément au modèle qui est sur la sellette, sauf celui-là qui est en train de retoucher un tableau. J'ai décidé de l'appeler Achille Tancré. Donc, les voilà tous, et là, vous avez le fameux modèle féminin, hein, c'est un cliché réalisé dans les années 1870. Pas forcément dans l'atelier de Jean-Léon Gérôme, dans l'atelier d'un autre professeur aux Beaux-Arts, un modèle féminin qui est couché au sol, mais ce que l'on a dans les bras, celui avec qui on rigole, qui était affublé de tous les prénoms, Oscar, Émile, c'est le squelette. Pourquoi un squelette? Tout simplement parce que les étudiants qui doivent respecter, hein, c'est ça dans le côté justement académique, c'est respecter le corps humain, eh bien on se base sur le squelette pour bien situer le radius, le cubitus, le fémur, machin, le nombre de côtes. Donc on ne rigole pas avec ces choses-là, hein. On a un squelette pour bien représenter le corps humain avec toute la rigueur que cela impose. On est entre mecs, et je vous dis, la place des femmes est très déconsidérée. Donc, sur les chevalets, je vous ai mis, sur les chevalets répartis dans l'atelier, et regardez, moi je vous ai mis Achille ici parce qu'il est en train de retoucher un tableau. On imagine. Voilà le travail d'Achille. Vous en avez d'autres, hein, André et ses amis ont eu l'extrême gentillesse d'en mettre dans cette salle. Étude anatomique, ça fait partie des premiers travaux que l'on demande à un étudiant aux Beaux-Arts. On se sert de la mine graphite, hein, ce qu'on appelle vulgairement le crayon à papier, ou des fusains, ou des sanguines, et on travaille véritablement le dessin. Parce que le peintre, à cette époque-là, il doit d'abord, avant de savoir dans un certain ordre mettre les couleurs, d'abord il doit savoir dessiner. Hein, on est dans un schéma très classique. C'est pour ça que ça m'amuse beaucoup d'intervenir près de Bouillon Cube, qui est quand même spécialisé dans l'art contemporain, mais c'était justement le défi. Achille Tancré s'est fait remarquer. Et de façon très positive, puisqu'il participe au salon. Le salon,
officiel, hein, pas celui des impressionnistes, pas le salon des refusés, le salon officiel de 1877, et il représente un portrait donc avec 2 crayons, hein, une tête de vieillard, et il a une récompense. Il a une récompense. Cette même année concourait Guillaume Fouasse. Guillaume Fouasse, l'église de Montfarville, etc., etc., un grand peintre de notre département, et d'autres encore plus célèbres. Ça m'avait amusé de dire que la même année, Fouasse et quelqu'un du bassin du Coutançais, notre ami Achille Emmanuel. Il habite rue de Rome, je vous l'ai dit. Regardez comment il peint sa rue de Rome. Je vous ai mis en petite vignette à côté une peinture de Van Gogh. Van Gogh vient d'arriver chez son frère Théo. Il est heureux d'avoir quitté les miasmes de la Hollande, de la Belgique, de l'Angleterre, où il avait transité un petit peu, où il cherchait dans la vie de pasteur. Il est arrivé à Paris, il est heureux d'avoir retrouvé son frère Théo. Et il nous peint les toits de Paris d'une manière très optimiste, très gai, hein, c'est presque la couleur du zinc, hein, on est dans un gris très clair, un gris bleu. À côté de ça, quand on voit le tableau d'Achille représentant les toits de Paris, on se dit, sans vouloir faire de la psychologie, mais simplement comme ça, hein, quand on connaît un petit peu la symbolique des couleurs, on se dit qu'il doit quand même être un petit peu tristouné, qu'il doit s'ennuyer de sa Normandie natale pour peindre dans une gamme chromatique aussi foncée les toits de Paris. Mais c'est vrai qu'il reviendra à Orval. Avec son épouse Pauline et ses enfants. Donc sans doute après, la vie sera comme sa peinture, beaucoup plus claire, beaucoup plus colorée. Voilà des tableaux de famille, parce que la réalisation de portraits, on a vu tout à l'heure la peinture d'histoire, là on arrive dans tout ce qui est portrait. Le portrait est une figure de genre que les peintres utilisent énormément. Jean-Léon Gérôme l'a utilisé, hein. Là, il nous représente une scène familiale. Une scène familiale, mais comme d'autres l'ont fait. Pensez à Millet, pensez à Guillaume Fouasse, eux aussi ont peint leurs proches, hein. Là, il représente sa maman et sa petite sœur Marie. Hein, joli portrait, regardez la douceur, la couleur, hein, la gamme chromatique qui est utilisée, on est vraiment dans les gris, les bleus, c'est vraiment quelque chose pour donner encore plus de douceur à ce tableau qui est un tableau très intime, hein, donc voilà ce que peignait M. Gérôme. Voilà les portraits de Jean-Léon Gérôme, hein. Regardez dans le premier en forme de médaillon où on a la glace derrière qui nous permet de voir la nuque de la jeune femme, et dans l'autre cette dame un peu mondaine avec sa pelisse de vison, le doigt sur l'épaule, bien bijoutée de partout, et chose amusante, la forme du fauteuil qui reprend la forme de la tête de la personne, avec même la coiffure qui fait penser aux 2 oreilles du fauteuil. Petit clin d'œil, mais on est quand même dans de la facture où il n'y a pas grand-chose à dire. On n'est pas forcé d'aimer, mais on doit quand même constater que c'est un travail assez remarquable. Moi, je ne vous cache pas, c'est mon chouchou. C'est mon chouchou, le portrait de Marie. Marie, c'est la petite sœur d'Achille qui est morte prématurément, qui est morte adolescente, et vraisemblablement qu'il a peint ce tableau après la mort de sa sœur. Quand on regarde ce tableau, je crois qu'on ne peut pas ignorer une image pieuse, une image religieuse, ces images où on a justement chez les peintres hollandais des représentations de Madone, de Vierge à l'enfant, dans cette forme de médaillon avec une couronne de fleurs qui les entoure. C'est extraordinaire ce tableau. Vous voyez cet enfant
qui est décédé. Donc c'est dans son souvenir, peut-être d'après une photo, mais c'est empreint de beaucoup d'émotions. Et il sait retranscrire à la fois la douceur, la tendresse pour cette petite fille, et il y met des fleurs autour d'elle, et pas n'importe quelle fleur. Vous avez des petites pâquerettes qui, dans la symbolique des fleurs, sont le symbole de l'innocence. Hein. La petite pâquerette, ça pousse dans une prairie, c'est tout simple, a priori, c'est innocent. Vous avez des roses blanches, des synonymes de la virginité, de la pureté. Deux épis de blé qui se rejoignent au-dessus de la tête. Une forme d'opulence, de richesse, mais est-ce qu'il existe une richesse, hormis celle du souvenir pour Achille, lorsqu'il peint la petite Marie? Et regardez en bas, dans l'angle, il a peint un petit chaton. Est-ce que c'était le petit chat de Marie qui l'accompagne encore dans cette dernière image? Je ne vous cache pas que moi, ce tableau m'a bouleversé quand je l'ai vu au Bouillon. Parce que j'y ai vu un grand frère qui peint pour une petite fille qu'il a aimée, qu'il a peut-être choyée. C'est quand même quelque chose, qui rend une certaine... Moi qui m'a donné de la vie à Achille, ça me l'a rendu humain, et c'était autre chose qu'un nom sur Internet. Il a peint cet autre portrait d'enfant que moi j'ai envie de mettre en pendant de Marie. Petit portrait d'enfant, là encore, un petit garçon avec un halo de lumière, un halo de blanc autour de lui, encore une couronne de fleurs. Il fait penser peut-être même à un petit Pierrot. On imagine le Pierrot avec sa double personnalité, à la fois joyeux dans la commedia dell'arte, mais aussi le Pierrot triste. Et cet enfant met assurément à mettre à côté de Marie. De chaque côté, on les voit tous les deux réunis, aussi bien autrefois dans la vie que sur des cimaises. On s'éloigne de la famille et on revient à quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre. Sans vouloir trahir de secret, on appelait ce tableau dans la famille contemporaine d'Achille le bagnard. Et oui, mais il y a une raison de l'appeler le bagnard. Parce que quand on n'a pas de modèle, quand on n'a pas d'argent pour payer un modèle, que fait-on? Eh bien, on peut aller à la prison, où des prisonniers viennent poser pour sans doute un petit extra pour la cantoche, pour s'acheter un peu de tabac à priser, parce que je pense qu'à l'époque on prisait ou on chiquait, et on prend des modèles comme ça. Quand on veut peindre des morts, Géricault pour son radeau de la Méduse, il allait à la morgue voir des morts pour voir l'état de décomposition et les repeindre après. Là, regardez la facture, regardez le bonhomme quand même à côté altier, le regard qui fixe vers un ailleurs, si c'est un bagnard, un ailleurs qui représente peut-être la liberté, mais un travail quand même remarquable, et un travail où on sent la formation qu'il a eue. Regardez le travail sur l'anatomie, on n'a pas de fioriture sur les couleurs utilisées. La palette, elle est très sobre, on a des roses, des couleurs nacrées, etc. Mais quand même, une représentation à la fois des différents os qui font la squelette du bonhomme, et un regard, une barbe bien conséquente, un beau monsieur représenté ici par Achille et baptisé le bagnard par ses descendants aujourd'hui. On est loin du bagnard. Quand on voit ce tableau, là encore, on est obligé de penser à Jean-Léon Gérôme. On pense aussi à ces peintres de genre qui étaient les peintres de l'école hollandaise, le siècle d'or hollandais, où on représente des intérieurs cossus. Regardez l'intérieur. L'intérieur n'est pas une maisonnette, une chaumière. C'est un intérieur de bourgeois. Regardez les carreaux sertis de plomb. Au sol, un parquet, un tapis. Tapis vraisemblablement en soie, c'est pas le gros truc épais
une bibliothèque avec beaucoup d'ouvrages, bibliothèque travaillée, des colonnettes qui supportent un nombre important de livres avec une reliure recherchée. Vous n'avez pas une couverture jaune, une couverture verte, comme dans beaucoup de bibliothèques, la mienne en premier. Et le jeune homme qui est en train de lire, eh bien lui aussi, jeune homme lisant, c'est un lettré, c'est un intellectuel. Sa tenue en elle-même, il porte bien ce costume, il est passionné, pris dans sa lecture, donc il peut prendre la pause pour qu'Achille nous le restitue aujourd'hui. Et pour couronner le tout, le côté théâtral, avec ce rideau simplement, mais nonchalamment attaché et qui donne de la vie à la fois à la composition et à côté quand même, on entre dans une scène et pas n'importe laquelle. Peut-être qu'au bouillon, Achille, lorsqu'il s'est retiré, avait-il une bibliothèque? Peut-être lisait-il comme ça. Ça, c'est pas moi qui le dirais, ce sont les conférenciers qui me succéderont après. Pour finir, et comme ça on aura bouclé tous les genres de la peinture, une nature morte. Veille de l'ouverture de la chasse, même si c'est une pie, mais on sait qu'Achille chassait. Et peut-être que l'horrible pie venait attaquer des petits terriers où il y avait des petits bébés lapro, etc. En tout cas, quand il peint cette pie, donc quelque chose d'assez étonnant, une nature morte, c'est pas fréquent chez Jean-Léon Gérôme, donc encore moins chez ses élèves. Mais là, je pense que c'est peindre ses passions quand il est au bouillon, c'est peindre dans la tourelle, c'est s'adonner à la chasse, c'est lire, s'occuper des comptes de ses fermages. Tout cela, je ne vais pas trahir ce que mes successeurs diront et je leur laisse la parole.